J'ai rencontré Hélène et Étienne que vous allez entendre dans cet épisode grâce à Chloé, qui travaille à la Nef. C'est la première banque qui leur a fait confiance pour ce très beau projet social écologique. Et moi, j'avais envie de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Un projet qui est soutenu par la Nef. Et vous allez voir, c'est très très cool. Bonne écoute. Studio. De toute façon, on capte pas ici. C'est vrai, juste. J'ai essayé de mettre une story sur Instagram et ça marchait pas. Ouais. En fait, c'est plus fin que ça. Il y a des endroits où on capte. Ça dépend de l'endroit précis et de l'opérateur. Il faut connaître la l'opérateur. cartographie du lieu. Quoi. C'est ça. Voilà. Bienvenue à tous les deux dans The Big Shift. Ça me fait très plaisir de vous avoir sur le podcast. C'est vous qui m'accueillez en plus aujourd'hui, parce qu'on est au village potager, on est chez vous, on enregistre en pleine campagne, on enregistre dehors, au soleil, en octobre. J'espère que les auditeurs, vous aurez un petit aperçu des bruits d'oiseaux qu'on a derrière nous. C'est super agréable, ça fait partie des enregistrements qui sont les plus cool à faire quand on fait un podcast. Donc je suis très très content d'être là avec vous aujourd'hui. De quoi on va parler ? On va parler de bifurcation. Dans The Big Shift, on a souvent tendance à prendre des épisodes théoriques sur qu'est-ce qui va changer dans un monde en évolution, sur les modèles économiques, sur l'alimentation, sur l'énergie, sur les mobilités. On prend un sujet, on le décortique. Et en fait, j'aimerais bien, avec cet épisode, qu'on parle de votre parcours personnel, de votre bifurcation, vous qui avez vraiment changé, avez fait un virage à 90 degrés dans votre carrière en 2016, tous les deux ensemble. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et pour commencer cet épisode, je vous propose, Hélène et Étienne, de vous présenter, chacun à votre tour, et puis de me parler peut-être un peu de votre carrière avant, sans qu'on parle forcément du village potager tout de suite, mais de ce que vous avez fait jusqu'à 2016, en quelques mots. Et vous battez pas. En fait, on a une première vie professionnelle ensemble. Mais avant de vous raconter tout ça, donc quelques mots déjà sur moi. Donc moi, je m'appelle Hélène, j'ai 56 ans. Je suis ingénieur de formation, dans l'informatique et dans le digital. Et donc, notre histoire un peu commune, c'est qu'on avait créé ensemble une entreprise de conseil qu'on a dirigée ensemble pendant une dizaine d'années avant de... Et puis après, Étienne a pris après une autre voie que je laisserai lui raconter. Moi, je suis rentré chez Keolis, donc dans le transport, et où j'ai fait du marketing et de la transformation. Moi, je m'appelle Étienne, donc j'ai 66 ans. Sur le plan de la formation, j'ai fait l'X en 77. Je suis ingénieur de formation aussi, je suis assez matheux, j'aime bien les chiffres. Et j'ai fait un peu à rebours le parcours qu'on nous apprenait quand on était à l'école, c'est-à-dire j'ai fait une vingtaine d'années dans le conseil, puis 10 ans dans l'industrie, et depuis 7-8 ans maintenant, je suis agriculteur. Donc, Plusieurs parcours en un. Qu'est-ce qui a été votre élément déclencheur ? On reparlera du village potager juste après. Et qu'est-ce qui a été votre élément déclencheur où vous vous êtes dit, OK, il faut qu'on change de voie, il faut qu'on fasse autre chose ? Je pense, sur le plan personnel, il y avait cette réalité qu'on avait créé, piloté et vendu une première entreprise ensemble qui n'avait rien à voir dans le conseil. Mais on savait que c'était des projets qu'on trouvait épanouissants, quoi, de faire ça ensemble, de faire ça en couple. Donc on en avait assez envie. On a eu l'opportunité de repartir sur un nouveau projet, donc je ne sais plus lequel de nous deux l'a suggéré. Une autre a dit « Ah oui, ça c'est une super idée ». Et pour moi, le principal élément déclencheur, c'est la recherche de sens. C'est-à-dire quand on est dans ces mondes où on brasse beaucoup de personnes, beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux. Moi, j'étais dans une boîte en LBO, donc j'étais directeur général de l'entreprise qui faisait quand même à peu près plus de 2000 personnes. LBO, ça veut dire que c'est une boîte qui finance son activité essentiellement par de la dette et donc la plupart du temps avec beaucoup de risques. Avec beaucoup de risques, avec beaucoup d'enjeux, avec tous les 5 ans elle est remise en vente, donc on voit passer les millions et on voit d'où ils viennent, où ils vont. Et voilà, tout ça est très, très, très valorisant quand ça marche, ce qui était le cas. Mais ça interpelle sur quel est le sens de ce que je fais. Voilà, donc en 2016, effectivement, on a eu l'opportunité de changer et on a décidé de le faire. Je vais laisser Hélène le raconter. En fait, on était un peu écolo, mais pas plus que ça. On faisait pas mal de trucs sur le plan social, mais à titre perso. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il nous manquait un truc. On se disait, mais finalement, nos vies professionnelles sont pas alignées avec ce qu'on veut faire. Et du coup, l'idée a mûri tout doucement de se dire, mais il faut qu'on passe aussi nos temps professionnels à avoir de l'impact et à donner du... Et donc, on a vraiment cherché une idée pour donner du sens à nos vies professionnelles.
Il se trouve qu'en 2016, on a eu une super opportunité. Étienne était dispo, moi j'ai pris un congé sabbatique et on est parti faire un grand tour du monde, à la fois pour faire un break, mais aussi pour découvrir l'entrepreneuriat social et solidaire. 2015, 2016, c'est le début de l'ESS. On commence à comprendre qu'une entreprise, elle peut avoir d'autres ambitions que juste enrichir des actionnaires, qu'elle peut vraiment avoir un impact. Et donc, au fil de notre voyage, on a rencontré pas mal d'entrepreneurs sociaux, d'ONG, d'entreprises. Et on s'est arrêté un mois dans une grosse ONG aux Philippines. C'était le temps où on était vraiment acteurs, puisqu'on était volontaires. On enseignait l'anglais à des gamins des bidonvilles. Et en fait, cette ONG faisait vachement de trucs autour de l'agriculture. Et c'est vraiment là qu'on a pris, je pense, qu'on a compris l'enjeu de ce que c'était qu'une agriculture durable, qu'une agriculture locale, tout le bien que ce métier faisait aux gens et à la planète, au territoire. Et on est revenu de ce voyage avec l'idée du village potager. Comment est-ce que... donc c'est vraiment cette idée-là qui vous a amené vers l'agriculture. Oui. Par la suite, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier en revenant en France, en vous disant, OK, là maintenant, on se lance. Est-ce que donc, à la sortie de ce tour du monde, est-ce que vous aviez encore votre job ? Est-ce que vous les aviez déjà quittés ? Moi, je ne l'avais plus. D'accord, toi, tu l'avais quitté. Hélène était en congé sabbatique, donc elle pouvait choisir une voie ou l'autre. En fait, on a bifurqué aux Philippines. En fait, on est passé un mois chez Gawad Kalinga. Et c'est une ONG qui est tellement étoffée qu'elle a aussi une grosse activité de formation, et notamment de formation à l'entrepreneuriat. Et donc, on a suivi sur 2 week-ends de suite chez Gawad, on a suivi une formation de type Executive MBA sur le social entrepreneurship. Et comme dans toutes ces formations, en fait, il y a une étude de cas à un moment. On vous dit, mettez-vous par deux, formalisez votre projet, et après, vous avez un quart d'heure pour le pitcher aux autres. Et donc, on a pris nos papiers, et c'est là qu'on a dessiné le village potager. Donc, en fait, quand on est rentré autour du monde, on n'a jamais atterri, on avait décidé. Okay. Et donc, on est rentré, on n'a jamais recherché. Hélène est allée prévenir Keolis qu'elle ne rentrerait pas. Moi, j'avais stoppé déjà avant d'arriver mes recherches d'emploi, et concrètement, on a commencé à se former à l'agriculture. Et alors toi, si tu avais quitté ton entreprise avant de partir, c'est parce que déjà tu avais un trop-plein ou c'était pour d'autres raisons ? C'était pour d'autres raisons. Moi, j'étais pas dans la gouvernance, j'étais directeur général de l'entreprise qui était en train de changer d'actionnaire avec tous les mouvements qu'on peut imaginer dans ces moments-là où à la fois l'actionnaire et les dirigeants changent, et ça ne s'est pas bien passé, mais je pense que c'est une histoire assez commune. Mais du coup, j'étais libre. J'étais vraiment de facto. libre. Donc, moi, mon sujet à l'époque, c'était de rechercher ou non un rôle de dirigeant dans une entreprise en LBO, puisque je connaissais à la fois bien le conseil, l'industrie, le système d'information et tous les mécanismes de financement de ce type d'entreprise, tout le private equity. Donc, enfin, tout non, mais en tout cas, je sais bien les ressorts du private equity. Et donc, voilà, mon choix, c'était en rentrant, de chercher de l'emploi ou non. Et en fait, il n'y a pas eu de deuxième point de démarrage. En fait, on n'est pas arrivé lancé parce qu'on est rentré en août 2016, donc le temps de revoir nos proches, etc. On a mis les filles à l'école en septembre, et là, on est allé voir formation à l'agriculture, les ordres de grandeur de l'agriculture locale, c'est quoi. Et puis, on est rentré concrètement dans le business plan. On avait choisi le maraîchage parce que nos moteurs initiaux pour Hélène, c'était la transition, ce qui a pris encore beaucoup plus d'ampleur après avec toute la question du climat. Là aussi, je te laisserai en parler. Et moi, c'était l'emploi. Moi, je sortais de mon précédent job convaincu qu'à partir du moment où on avait un projet qui ait du sens et qui soit attrayant, on pouvait embarquer du monde et qu'on pouvait embarquer les gens dans l'aventure qu'on trouverait et que ce serait enthousiasmant, quoi. Alors, qu'est-ce que vous aviez couché sur le papier dans ce quart d'heure-là ? C'était quoi les premières bases qui étaient écrites pendant ce quart d'heure ? On les a encore chez nous. C'est vrai ? On les a encore au bureau. Sur des post-it, d'Iva. En fait, la marque relève bien de ça, parce que dès le départ, on s'est dit on veut faire un potager, on veut faire une grande ferme maraîchère qui mette en place des techniques d'agriculture durable, donc de l'agroécologie, évidemment de l'agriculture biologique, mais on voulait aussi un village, c'est-à-dire qu'on voulait aussi avoir un lieu où on puisse accueillir du monde et parler, sensibiliser, diffuser
incarner ce que c'était qu'un monde souhaitable et durable. Voilà, donc dès le départ, on s'est dit, il nous faut des champs, des terres, mais il nous faut aussi un lieu pour accueillir du monde. On s'est inscrit tout de suite dans une logique de SS. Ouais. En disant, donc l'objet social, dans une ESS, il faut un objet social, il faut une raison d'être. Donc chez nous, c'est l'emploi et le revenu des maraîchers. Donc on a choisi tout de suite le maraîchage parce qu'il craignait de l'emploi et le défi de rémunérer et employer les gens, enfin pas employer les gens, mais que tous les gens travaillant sur le village soient dans les codes du droit du travail. Ouais. Ce qui est un sacré défi dans notre métier, puisque le plus souvent, les maraîchers travaillent des volumes d'heures qui sont pas loin de deux fois c'est-à-dire 70 au lieu de 35. 10 heures et sur des revenus qui sont souvent très en dessous du SMIC. 2 fois moins que le SMIC. Donc ça, c'est vraiment le challenge primaire. Sur la partie maraîchage, on a dit il faut qu'on s'investisse pour démontrer que c'est faisable. Ok. Et donc il y a deux périodes. Il y a une période où on avait l'intention, et il nous a fallu quand même quelques mois pour comprendre les codes du business plan agricole, parce qu'on est parti dès le départ, on se dit avec 2 chiffres qui étaient il faut qu'on dégage 50 000 euros de revenus par personne, et il y a sans doute une masse critique à 10 personnes. Masse critique égale une masse salariale à partir de laquelle vous avez un volume à traiter qui est suffisant pour rémunérer ces personnes-là. Ouais, pour amortir la complexité du métier. Parce qu'en fait, c'est un métier super complexe. Le maraîchage, on fait 160 produits. C'est un itinéraire qui va de la préparation du sol à la conservation des légumes une fois récoltés. Il y a plein d'éléments techniques, il y a plein de pièges à éviter, il y a plein de ravageurs, plein d'aléas. Et donc, assez vite, on s'était dit, c'est compliqué, ça ne va pas être un sujet simple. Et c'est très improbable que ça puisse être équilibré sur le plan économique si on n'est que 2 ou 3. Ouais. Nous, on est parti d'entrée de jeu en disant qu'il faut qu'on soit au moins 10. Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de cette bifurcation. Vous êtes parti avec absolument 0 connaissance sur le maraîchage, l'agriculture d'une façon générale. Ouais. Vous avez pris 18 mois pour passer un BEP en horticulture et pour trouver le lieu et pour lancer l'activité de la ferme. Comment est-ce que... j'ai l'impression qu'il y a un peu un fantasme du retour à la terre, un fantasme de moi, je suis le citadin qui bosse dans le secteur tertiaire et puis je vais mettre les mains dans le cambouis et ça va m'apporter beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous, comment est-ce que vous avez appréhendé ces 18 mois et qu'est-ce que vous avez fait? L'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu pour des gens qui se diraient, moi aussi, j'ai envie de bifurquer. C'est quoi, en fait, le chemin qu'on peut suivre quand on n'y connaît rien dans ce nouveau secteur dans lequel on arrive? Alors, question profonde et complexe. Il y a plusieurs étapes dans les 18 mois. En fait, 18 mois, c'est le délai complet jusqu'à ce qu'on signe la vente. En pratique, on a pris 6 à 8, 9 mois pour se former et dessiner le business plan. Là, on s'est installé chez Station F. C'est l'époque où Station F démarrait. On est les premiers à être rentrés à Station F. On était dans la première promo et on a passé la porte à 8h du matin quand ils ont ouvert. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui soient passés par Station F non plus déjà depuis l'ouverture. Donc tout ça nous a été très utile parce que c'est l'époque où on finançait le projet et on avait identifié le besoin de financement. On savait qu'il nous faudrait des banques. C'est là que le rôle de l'ANEF a été essentiel parce que l'ANEF, c'est la première banque à avoir adhéré au projet. Et globalement, je pense qu'on avait un projet qui était déjà décrit, identifié avec un BP, avec un besoin de financement qu'on connaissait. Et ça nous a beaucoup servi à peu près 10 mois du démarrage d'être installé là. Ensuite, c'est dans cette période-là, l'été 2017, qu'on a trouvé le lieu. Et après, il y a encore 6 mois de tambouille parce qu'il y a la promesse de vente, il y a le délai entre la promesse de vente et la vente. Avant, il faut trouver le terrain. Après, si on veut construire des CF, il faut un permis de construire, donc il faut des autorisations des élus. Il y a tout un tas de délais qui s'enchaînent les uns les autres, qui fait qu'au global, ça a duré 18 mois. Les recommandations qu'on pourrait formuler aux gens, c'est de dire qu'il ne faut pas sous-évaluer le besoin de financement. Ouais. En maraîchage, tout le monde parle du foncier, en fait. C'est très loin d'être le seul élément du besoin de financement. Les serres, les réseaux, les machines sont beaucoup plus chers que la terre. La terre est rare, mais ce n'est pas tellement un coût si important que ça. Donc, il ne faut pas le sous-évaluer. Il faut... Et oui, c'est un process de temps long. Il ne faut pas sous-évaluer le temps de formation
Au-delà de la formation agricole, quand même, on apprend beaucoup en faisant. Et on dit souvent qu'un maraîcher ou un agriculteur, il met toute une vie à se former. Et c'est vraiment vrai. Nous, on continue à apprendre des choses, on continue à faire des erreurs et à se dire, tiens, on continue à progresser d'année en année. La première année, on n'a pas démarré tout seul quand même. On a démarré avec 2 salariés. Donc, on était 4. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir, dès le départ, une équipe avec des compétences complémentaires et qui permet de démarrer dans de bonnes conditions. J'avais enregistré un épisode avec Simon Bestel de Ferme en Vie, donc sur le financement notamment du foncier pour ce que tu appelais les NIMA, Hélène, tout à l'heure, donc ceux qui sont... alors, je ne sais plus ce que ça voulait dire. Alors, c'est les non-issus du monde agricole. Oui, c'est ça. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont en reconversion et qui arrivent, mais sans avoir de bagage ou de famille qui est déjà dans le milieu agricole. Et donc, ils accompagnent essentiellement ce genre de personnes. Et ils me disaient, en fait... pour arriver dans ce milieu, quand on ne connaît rien, et même quand on connaît, il faut être entrepreneur. Alors vous l'étiez, parce que vous aviez déjà monté une boîte, vous avez été tous les deux dirigeants, vous avez été responsable d'équipe, donc vous avez déjà eu du management, vous avez déjà eu des projets à monter, des décisions fortes à engager, à prendre. Est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir cet état d'esprit-là quand on a envie de bifurquer, surtout sur ce genre de projet ? Moi, je pense que non. Il y a un autre modèle. Il y a un modèle alternatif qui est très connu et très pratiqué, qui est celui des micro-fermes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans une micro-ferme parce que c'est leur passion, parce qu'ils ont une AMAP qui est pas loin, ils ont des amis, ils ont un village, une petite ville avec lesquels ils vont travailler, 2-3 restaurants à côté, et ils vont y aller. Et ça fonctionne très bien. Et il y a beaucoup de gens dans les NIMA qui adressent ce projet-là. Sur quoi il faut être clair, c'est que c'est exigeant sur le plan de l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner ça dans 35 heures et avec un SMIC au départ, et c'est exigeant sur le plan financier, c'est-à-dire la majorité de ces projets ont un sponsor. C'est-à-dire qu'ils sont adossés à une structure qui, elle, a le financement nécessaire pour tenir l'entreprise à flot, notamment les premières années. Donc, il y a plein de formes différentes de ces structures. Il y a des restaurants qui ont leur potager. Il y a des grandes fermes qui ont leur petite ferme maraîchère. Il y a des couples dont le conjoint du maraîcher est en profession libérale et donc qui, lui, va assurer les revenus si ça ne suit pas. Donc, il y a plein de formes différentes. Et on a même, nous, des compagnons qui sont venus chez nous, qui sont devenus maraîchers dans un couvent. Donc, il y a 2 hectares pour cultiver les légumes dans le couvent, éventuellement distribuer aux alentours les excédents. Donc, il y a plein de formes possibles pour cette sécurité financière du maraîcher. Mais à la base, ces micro-fermes, je pense que dans l'immense majorité des cas, elles ne tiennent que parce que les gens travaillent le double d'un SMIC et se rémunèrent ce qui reste à la fin de l'année. Ok. Alors moi, du coup, j'aimerais en profiter pour que vous puissiez compléter là-dessus. C'est quoi les objectifs du village potager ? Parce que donc là, tu parles de 2 hectares. Vous avez une exploitation qui en fait 15. En termes de maraîchage, c'est énorme. C'est x4 ou x5 par rapport à une exploitation de taille moyenne là-dessus. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça ? Et comment est-ce que vous faites du coup pour que ce soit réaliste en termes de charge de travail ? Juste avant qu'on réponde à la question, quand même, je voudrais quand même compléter la question de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est vrai qu'il y a des modèles. Je pense quand même que si on veut faire du maraîchage productif et avoir un vrai objectif de nourrir un nombre important de familles, c'est quand même un métier qui est hyper complet, où il y a quand même besoin d'avoir, je pense, une vraie vision d'ensemble de ce que c'est qu'une entreprise, et donc avoir un mindset un peu d'entrepreneur. Parce qu'un agriculteur, surtout s'il est en circuit court, il va directement du champ à l'assiette. Il faut qu'il fasse du commercial, il faut qu'il fasse de la gestion, il livre. Voilà, donc c'est tout un panel de métiers, et c'est pas juste travailler la terre. Voilà, il y a des gens qui pensent que c'est juste travailler la terre, mais en vrai, travailler la terre, c'est peut-être que 50% de son temps, parce que quand on va jusqu'à l'assiette et jusqu'au consommateur final, il y a plein d'autres choses à faire aussi. Oui, il faut tenir la qualité des légumes, il faut tenir les prix, il faut fidéliser ses clients, enfin tout un tas de choses qui ont l'air d'être évidents, mais en fait, on oublie trop souvent de citer. Oui, c'est clair. Et alors du coup, sur cette question de cette capacité à entretenir une exploitation de 15 hectares qui est 3 fois plus grosse que la moyenne en maraîchage,
En fait, c'est 3 fois plus haut que la moyenne en Île-de-France. D'accord. En Île-de-France, c'est une région sur laquelle il y a beaucoup de projets sur des petites structures, petites surfaces, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier, ce qu'on appelait les NIMA. Il y a des régions, notamment dans l'Ouest, en Bretagne ou en Pays de Loire, sur lesquelles les exploitations maraîchères sont potentiellement plus grosses, parce qu'elles constituent précisément... On va faire une petite pause. On a un tracteur. Ça, c'est un truc que moi, j'avais pas du tout imaginé quand on a lancé le projet. C'est qu'on allait avoir ce genre de matos. Oui, oui. Et là, il n'y a rien que vous avez en coopérative avec d'autres agriculteurs dans le coin ou en commun. En Cuma. Vous avez tout votre propre matériel à chaque fois. Il n'y a rien de structuré, c'est-à-dire on n'a pas adhéré à une Cuma, on a adhéré à la coopérative bio d'Île-de-France parce que ça va bien, on a une gamme. Ils étaient intéressés à le faire, nous aussi. Donc, ils interviennent beaucoup sur la distribution et le marché de la restauration collective. Ouais. Mais en termes d'acquisition de matériel, non, il y a des échanges qui se font, mais on se prête du matériel s'il y a besoin, mais il n'y a pas de coopérative organisée là-dessus. En fait, il n'y a pas suffisamment de maraîchers dans notre écosystème proche pour qu'on puisse facilement échanger du matériel. Sinon, donc, pourquoi la taille en fait, il y a une raison... Il y a une raison mécanique qui est cette question de masse critique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vu la complexité du métier et la largeur de la gamme, c'est très important en maraîchage. Oui, on a oublié cet élément-là. Vous aviez 160 produits à peu près ? Nous, on fait 160 légumes différents, mais un maraîcher débutant, il faut qu'il en fasse 50. Hein. Et en fait, il y a vraiment 2 modèles très différents. Il y a les gens qu'on appelle les légumiers dans notre métier, qui produisent 3, 4, 5, peut-être 10 légumes, mais dans des quantités telles qu'ils sont obligés de les distribuer. Donc, c'est du circuit long. En général, ils vendent à une coop qui vend à des magasins spécialisés. Un maraîcher, à contrario, c'est quelqu'un qui ambitionne de nourrir son environnement proche avec une gamme de légumes suffisamment diversifiée pour tenir toute l'année. Et là, il faut 50 légumes, quoi. Parce qu'on n'a pas la même chose en novembre, en mars, en juin et en septembre. Donc, il y a une complexité naturelle qui fait que nous, on était convaincus qu'il fallait avoir au moins 10 personnes dans l'équipe pour pouvoir gérer correctement cette complexité. Et du coup, naturellement, on a un ratio dans le métier qui est 1 personne 1 hectare. Donc, naturellement, il fallait trouver une exploitation où il y ait au moins 10 hectares à exploiter. Ici, on a 25. Donc après, c'est le fil de l'exploitation qui fait qu'à un moment, on décide de faire ça et pas plus. Donc là, on est de toute façon... on n'a pas les mêmes stratégies là-dessus. Moi, je suis plutôt celui qui, chaque année, dit « si on faisait ça en plus ?» Et Hélène, c'est elle qui dit « non, mais si on arrêtait de faire des choses en plus pendant quelques années pour se concentrer sur bien faire ce qu'on a décidé de faire. » Donc, on en est là. Donc là, on a 17 hectares qu'on va clôturer. On va cultiver l'an prochain avec 2 hectares de serre à peu près. Et on a 8 hectares non exploités qui probablement resteront non exploités à un moment, quoi. D'accord, ok, que vous aviez récupéré avec le foncier d'entrée. Qui sont à côté, mais c'est plus loin, c'est pas clôturé. Et c'est vrai qu'on se dit, à 17 hectares, on est sans doute l'une des plus grosses exploitations maraîchères d'Île-de-France. Le plus gros enjeu, c'est maintenant de bien faire ce qu'on fait là, réussir la qualité des légumes et emmener toute l'équipe avec nous. Parce qu'en fait, l'une des clés, quand même, c'est de partager le projet avec l'équipe maraîchère et notamment son encadrement. Ouais. Alors du coup, c'est un bon point pour peut-être préciser un peu concrètement le village potager. Tu as parlé un peu de l'aspect village, réunir, de l'aspect potager, démontrer ses pratiques. Qu'est-ce que vous faites concrètement là-dessus ? Parce que vous avez plusieurs activités. Vous avez l'activité de maraîchage qui représente 60% à peu près 70% à peu près du chiffre d'affaires, mais vous avez d'autres activités à côté qui sont plus autour de la sensibilisation. Oui, donc notre cœur de métier, c'est vraiment l'agriculture. C'est le maraîchage bio avec nos 160 variétés de légumes. Mais on a aussi une activité d'accueil. Et c'était important pour nous de pouvoir accueillir du monde et partager. Donc concrètement, on a un grand gîte, on accueille des groupes le week-end et des entreprises qui viennent passer un séminaire au vert à la ferme pendant la semaine. On accueille aussi des enfants, donc des petits ouvriers agricoles, entre guillemets, puisqu'on leur fait découvrir la terre et les légumes et le travail maraîcher pour un programme d'éducation au goût. D'accord. Et donc on essaye... Quand tu dis on leur fait découvrir le travail maraîcher et petits ouvriers agricoles, c'est parce que vous faites du travail infantile. Parce qu'ils ont un petit potager pédagogique et puis donc effectivement ils désherbent, ils plantent, ils récoltent
Donc, ils sont super fiers de repartir avec les légumes, leurs légumes, en fait. Hein. Et après, ils vont partager ça à la cantine de leur école. C'est des primaires. Oui, parce qu'ils le font sur plusieurs mois, c'est un suivi. C'est ça. Et en fait, une classe vient plusieurs fois, déjà pour découvrir les saisons, et puis pour voir un peu l'évolution de leur travail. Et donc, ils revoient les légumes qu'on poussait, qu'ils ont plantés 3 mois avant. Donc, c'est absolument génial pour eux, quoi. Et tu trouves que tu as le plus d'impact sur les entreprises qui viennent ou sur les enfants qui viennent? Franchement, les deux sont importants et à chaque fois, je suis scotché de l'impact que ça a d'accueillir des groupes, que ce soit des entreprises ou des enfants. Alors, les enfants, évidemment, souvent, ils sont assez éloignés de la nature parce qu'ils habitent en ville et donc pour eux, c'est peut-être la première fois qu'ils vont à la campagne. Enfin, en tout cas, pour beaucoup, c'est une vraie découverte. Alors, ils découvrent les légumes, mais ils découvrent aussi les insectes. Hein. À chaque fois, découvrir, je sais pas, des araignées, des guêpes, des abeilles, c'est des vers de terre. Oui, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu, oui. Mais je suis aussi scotché de l'impact qu'on a aussi sur les entreprises qui viennent en séminaire. Nous, on propose une activité de visite de la ferme. Donc, on les emmène juste dans les champs. On visite les serres, on goûte ici ou là un petit brin de persil ou une carotte. Du champ à l'assiette. Du champ à l'assiette, voilà. Et je suis tout le temps scotché de l'impact que ça a sur les groupes. Moi, je me disais au début, franchement, des grandes boîtes de tech ou des grandes boîtes de conseil parisiennes, voir des champs, ça va... Je vais me prendre un vent, quoi, ça va pas les intéresser. Mais pas du tout. À chaque fois, c'est magique de voir l'intérêt des gens sur les champs. Je pense qu'il y a un vrai... On ressent vraiment ce besoin de retour à la terre, ce besoin de retour à l'essentiel, à la simplicité, à la convivialité. Et c'est drôle, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle des vacances quand il était petit, chez son grand-père à la ferme. Il y en a un autre qui a découvert la permaculture et qui s'intéresse un peu à tout ça parce qu'il a vu le film Demain. Et voilà, à chaque fois, ça... J'ai l'impression que ça, c'est moi quand tu m'as fait visiter les serres tout à l'heure. Et à chaque fois, il y a vraiment un impact dingue de simplement être au milieu des champs et d'entendre le bruit des oiseaux aussi, de voir la nature un peu brute, un peu pas sauvage, mais voilà. Et toucher la terre aussi. Ouais. Hélène dit toujours, en fait, il y a un avant et il y a souvent pour les entreprises un atelier les mains dans la terre qui prend la forme qui les intéresse, quoi. Et Hélène dit toujours, il y a un avant et un après l'atelier les mains dans la terre. Le fonctionnement du groupe est visiblement différent après. Il y a un sujet quand même, moi qui ai un projet d'achat d'un lieu pour en faire une sorte de petit tiers-lieu dans lequel je peux accueillir des associations et des entreprises, c'est le financement. Quand on vient pas de ce milieu, quand on n'en a jamais fait et que on a besoin d'un financement énorme, ce que tu disais tout à l'heure, Étienne, pour se lancer, en fait, comment est-ce qu'on fait pour présenter un dossier et quelle banque on va avoir? Nous, alors il y a 2 volets quand même, donc qui sont très différents, mais malgré tout liés si on a un développement rapide, ce qui a été notre cas. Donc il y a un volet foncier et un volet exploitation. Volet foncier comme l'acquisition d'une maison, mais en plus gros, ça consiste à acquérir des murs et des terrains. Dans le domaine agricole, ça suppose qu'on ait l'imprimatur de la SAFER. Donc il faut que derrière, il y ait une réalité agricole au projet. Sinon, s'il s'agit d'une terre agricole, la SAFER va dire non, il faut qu'elle reste dans le champ des activités agricoles, quoi. Mais donc, nous, c'est pour ça, c'est le volet primaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir le lieu pour envisager la suite. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on a sollicité la nef. On l'avait formalisé l'ensemble dans un business plan, mais cette dimension foncière qui portait aussi chez nous l'ambition d'accueillir du monde, parce qu'il fallait des chambres, il fallait des salles de réunion, il fallait tout un tas de trucs. Il fallait les rénover assez vite pour pouvoir accueillir du monde dès la première année. Et donc, ça, c'est tout le volet foncier. On a commencé par chercher ça pour avoir un chez nous où on puisse cultiver derrière. Donc, on savait que ce serait un projet solidaire, donc on s'est adressé à la nef où on connaissait bien l'un des dirigeants, qui nous ont dit tout de suite, c'est exactement dans ce que nous, on ambitionne de faire, c'est-à-dire accompagner les projets solidaires. Et ça a été pour nous déterminant parce qu'on avait décidé de constituer un pool bancaire sur le financement de l'ensemble du projet. Mais évidemment, le rôle du premier, c'est capital parce qu'il montre l'exemple. C'est-à-dire, dès que la nef a suivi, la BNP a embrayé sur le financement du foncier. Et après, on a monté tout le financement de l'activité agricole.
Donc, ils vous ont mis le pied à l'étrier. Et ils ont mis le pied à l'étrier. Donc, nous, on avait le projet, on avait le business plan, on avait la crédibilité de Station F. Puisque à l'époque, quand on l'a fait, on était chez Station F. Donc, et puis, on avait un passé de dirigeant. Donc, les gens voyaient qu'on savait ce qu'on voulait faire, quoi. Et c'était quoi le lien un peu avec la nef dans les premiers mois du lancement? En fait, on avait un vrai projet solidaire. En fait, c'était vraiment l'impact, c'est au cœur de vraiment de ce qu'on voulait faire. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'ils nous ont suivis assez vite. Et le deuxième, je pense, point qui était important pour eux, c'est que c'était un projet assez entre guillemets ambitieux, c'est-à-dire avec une volonté d'impact un peu à grande échelle. Le fait de faire une ferme sur une surface importante, d'accueillir du monde, enfin voilà donc. Et d'en faire un modèle, parce qu'en fait, on a dès le départ affiché qu'on voulait le répliquer. Ouais. Et ça reste toujours dans les clous, si ce n'est de répliquer nous-mêmes, ou en tout cas d'aider d'autres villages qui voudraient se développer à se développer sur le même concept. Notre priorité numéro 1, c'est de transformer celui-ci pour qu'il devienne suffisamment viable, y compris sans nous. Ouais. Mais on a bien en tête que si c'est viable et qu'il y a l'opportunité d'aller le répliquer ailleurs, on le fera, quoi. Ouais. Donc oui, c'était un projet qui avait de l'ampleur pour la nef. Je pense qu'il répondait bien à ce qu'il voulait faire, quoi. Aujourd'hui, donc vous dites il faut absolument que le projet soit viable. Et effectivement, je pense que dans le cadre d'un projet pilote qui est censé démontrer que la culture maraîchère est censée être une culture qui est possible même en Île-de-France, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes viable sur cette activité? Vous m'avez dit que vous essayez de dégager 2 fois 50 000 euros pour pouvoir montrer que c'était quelque chose qui était faisable. Est-ce que vous pensez pouvoir valider ce point de viabilité ou pas? Je pense qu'on va y arriver, oui. Ce qui est clair, c'est pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes. Ça se fait pas tout seul. C'est un métier où la productivité est essentielle, sur lesquels il y a une concurrence quand même féroce sur les prix. Il y a une concurrence entre les labels, avec beaucoup de gens qui ont attaqué le label bio parce qu'ils prenaient sans doute trop d'ampleur, et aussi parce qu'un certain nombre de produits bio avaient grimpé en prix. Mais je pense que c'est plus les produits transformés que les produits bruts. Et donc, la question du prix est essentielle, et les consommateurs, tout un chacun n'a pas forcément un budget illimité à consacrer à une alimentation même bio. Donc, en fait, arriver à faire des légumes avec des prix de revient compétitifs, c'est un challenge, et une bonne partie du challenge, c'est la productivité des équipes. Donc, il faut... ça, c'est vraiment une condition importante. L'autre élément, c'est que moi, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage de l'exploitation elle-même. C'est-à-dire, je pense qu'une exploitation maraîchère, ou une exploitation agricole sans doute aussi, mais on connaît moins les autres, elle arrive à sa maturité à quelque part entre 5 et 10 ans, quoi. Les Écossais disent du golf qu'il n'y a que les 15 premières années qui sont difficiles. Et je pense qu'on pourrait dire quelque chose comme ça. Des exploitations maraîchères, c'est sans doute pas 15, mais je pense que les 5, 7 premières années sont plus compliquées que les autres, parce qu'il faut tout mettre en place, que ce soit toute l'infrastructure, que ce soit le plan de culture, la rotation des cultures, la clientèle, le cœur de l'équipe. Enfin, tout ça est à bâtir, et ça prend du temps. Ouais. À côté de ça, vous vous êtes engagé dans beaucoup de projets différents, notamment la Convention des entreprises pour le climat, avec qui on va enregistrer un épisode très bientôt. Est-ce que c'était nécessaire, dans le cadre de votre bifurcation, de votre développement, de vous dire que vous aviez besoin de vous engager sur plusieurs autres fronts, dans des associations ou dans des collectifs autour de ces sujets? En fait, l'objectif du village potager, c'est vraiment d'avoir un impact. Donc, au-delà de notre métier, on produit des légumes tout en bio, avec des pratiques durables, on accueille du monde. On veut vraiment aussi profiter de ce projet pour incarner un monde plus souhaitable, plus durable, et donc pouvoir sensibiliser des gens, le plus possible de monde. Et donc, voilà, se connecter à des gens qui... engager l'entreprise dans un projet plus global de changement vers un monde meilleur, ça nous semblait important pour nous. Et donc, effectivement, dès qu'on a entendu parler de la Convention des entreprises pour le climat, on s'est dit, mais oui, effectivement, les entreprises, elles ont un rôle énorme à jouer dans le champ de la transition, et nous, on en fait partie, donc allons-y.
Et ça a été une aventure super intéressante et vraiment formidable. Ouais. Tu disais avant qu'on enregistre que vous étiez très engagé, mais que en fait, vous étiez rendu compte avec Étienne que finalement, l'indicateur que vous suiviez, c'était l'EBITDA à tout près, donc ça veut dire la marge nette d'exploitation. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, cette convention des entreprises sur le climat? Est-ce que tu vois, il y a eu des moments un peu eureka où tu t'es dit, ah oui, en fait, il y a des trucs qu'on pensait être bons élèves et en fait, il nous manque encore des cases à cocher? Bah oui, nous, quand on s'est engagé dans la convention, moi, franchement, je m'étais dit, nous, on est déjà super vertueux, on fait déjà de l'agriculture bio, on a une entreprise d'insertion, on a une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc on coche déjà vachement de cases. Et moi, j'y allais un peu dans l'idée, si l'exemple, si on peut inspirer d'autres gens, c'est super. Mais finalement... Avec modestie, bien sûr. Mais finalement, on s'est pris une sacrée claque parce qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Et c'est ça que je trouve incroyable dans ce monde de la transition, c'est que plus on apprend des choses, plus on se rend compte que les objectifs sont grands et qu'il ne faut pas s'arrêter en cours de route, quoi. Donc, effectivement, je suis revenu de certaines sessions en me disant, mais en fait, on est un peu tellement la tête dans le guidon dans notre village potager. On parle beaucoup d'EBITDA, mais est-ce qu'on parle finalement assez d'impact? Et donc, ça nous a permis de remettre un peu l'impact au sommet de la pile et se dire, OK, il faut qu'on soit un petit peu plus équilibré et qu'on compte aussi autre chose. Mais c'est dur de parler d'impact quand on est déjà en train de ne pas savoir si l'EBITDA va être suffisant, si la marge va être suffisante, si on va être rentable. Moi, je le vois très bien, entrepreneur depuis 4 ans. Régulièrement, je me dis... déjà, on va passer les 2-3 prochains mois et on va voir ce qu'on arrive à se payer et puis on verra pour l'impact plus tard, quoi. Donc, c'est quand même assez difficile de mettre ces trucs en place tous ensemble, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas... Est-ce que là-dessus, vous séparez les tâches? Du coup, il y a une personne plutôt impact dans l'équipe et l'autre qui est plutôt sur comment est-ce qu'on fait pour accélérer la productivité? C'est Hélène qui est plus le moteur sur la transition. Mais on le partage beaucoup, quoi. On a fait le bilan carbone ensemble. Hélène a fait la CEC initiale. Moi, j'ai fait la CEC monde financier avec Margot, là, cette année. Et je pense que sur la CEC Agri à Lim, on sera l'un et l'autre présents pour témoigner. Donc, je pense que c'est plus, si on recherche une priorité absolue, qu'il y a un débat théorique compliqué qui est de dire est-ce que l'EBITDA qui est prioritaire et la survie de l'entreprise, ou est-ce que c'est son impact global, sachant qu'à ce stade, la dimension non financière, on a du mal à la mesurer ou à la convertir. On sait qu'elle est importante. On sait que dans notre monde, l'agriculture bio, la rémunération des services systémiques de l'agriculture, c'est un élément super important qu'il faut qu'on arrive, parce qu'on sait qu'en fait, c'est une agriculture qui a du mal à trouver suffisamment de revenus pour rémunérer ses acteurs. C'est probablement pas les consommateurs qui vont l'apporter. Et donc, cette question des rémunérations des services systémiques qu'on apporte, elle est super importante. Mais voilà, on est dans la discussion, on est dans les limbes. Donc un débat théorique qui aurait pour objectif de fixer c'est ça la priorité absolue ou ça c'est l'autre, pour le coup, est un peu voué à l'échec, quoi. Il faut assumer d'avoir les deux priorités et de descendre dans les détails. Pour une fois, les détails nous servent parce que sur les décisions prises l'une après l'autre, on arrive très bien à se mettre d'accord, quoi. Voilà, on a fait l'étude d'une pompe à chaleur, de changement radical de tout le système de chauffage ici pour passer en géothermie. On a la nappe phréatique qui est à moins 5 mètres ici. Donc, a priori, on a un gisement de chaleur qui est important et accessible. Qui a qu'à exploiter. Mais bon, l'étude, c'est 25 000 €. L'investissement, c'est 100 000. Et on était assez vite tombé d'accord sur le fait de dire en 2023 et 2024, notre priorité, c'est quand même de bien stabiliser l'économie. On va faire la pompe à chaleur après. Donc, c'est des questions de... Il y a plus de questions d'ordonner les priorités entre elles que de les évaluer les unes après les autres. Il y a heureusement pas beaucoup de sujets sur lesquels l'un de nous deux dit il faut absolument le faire et l'autre dit surtout pas, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à les décliner, quoi. Tu parles un peu du coup de vision dans la priorisation. Qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce que vous mettez des étapes à très long terme? Parce que du coup, quand on arrive sur un nouveau secteur qu'on ne connaît pas, on pourrait se dire, on vit un peu le truc au quotidien en se disant, demain, on verra bien. Est-ce que vous avez un plan de développement à 10 ans, à 15 ans? On parle souvent, en fait,
En fait, dans l'ESS et globalement, quand on a la possibilité de se dire on rémunère pas des actionnaires, on a la possibilité de voir beaucoup plus loin. Est-ce que vous prenez du coup cette opportunité de regarder très loin dans votre projet ? Je pense qu'on regarde raisonnablement loin par rapport à une exploitation maraîchère. On a tourné les 4 premières années avec un BPA, un business plan à 5 ans. Et là, on l'a passé en 2021, on l'a passé à 2030. Donc. D'accord. Et donc là, pour l'instant, et voilà, et on sait bien que dans ces horizons-là, en fait, que les dernières années, elles sont soumises à plein d'aléas. Il faut l'assumer, mais ça permet de repérer le dimensionnement des choses, sachant que la phase initiale de développement du village potager, elle aura couvert 2018-2025. Ouais. Et donc, en fait, la partie un peu permanente du fonctionnement de l'exploitation, c'est seulement à partir de 2026 qu'on va l'avoir. Donc, on a besoin de cet outil-là de prévision. De projection, ouais. J'imagine que si on changeait de périmètre, si demain on disait tiens, il y a 2 autres exploitations qui veulent faire des villages potagers avec nous à horizon, on étudie l'année prochaine et on démarre en 2026, on ferait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on reprendrait le BP avec ces 2 exploitations et on irait à 2032-2035 juste pour voir, quoi. Ouais. Après, ça donne juste une visibilité à qui veut s'investir sur le long terme sur l'exploitation. Une fois que c'est fait, une fois que le cadre est posé, on revient quand même au day-to-day et aux aléas de chaque saison, quoi. Ouais. Et puisqu'on parle du coup du futur, pour conclure cet épisode, c'est quoi votre vision sur le maraîchage, l'agriculture biologique ? On sait que ça vit des moments difficiles en ce moment et depuis 2020-2021. C'est quoi votre pari sur les prochaines années ? Alors on sait je crois qu'il y a plus de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Ouais. Donc, former et installer des nouveaux agriculteurs, c'est un enjeu absolu. Les bifurqueurs. C'est un enjeu majeur. La plupart sont effectivement des bifurqueurs. Et je crois qu'il y a tout un enjeu à la fois de les installer, mais de les installer dans de bonnes conditions. C'est-à-dire vraiment que ce métier soit... de rendre ce métier vraiment attractif, avec des conditions de travail, des conditions de rémunération qui soient juste normales, quoi, juste bien. Et donc ça, c'est c'est ce sur quoi on travaille et c'est vraiment un de nos souhaits pour les années à venir. Pour compléter, je pense que l'horizon n'est pas si bouché que ça pour la bio, en fait. Je pense qu'à la bio, il faut associer les circuits courts, c'est-à-dire il faut décentraliser. Il faut poser une ambition qui est locale et bio. Alors, on a eu trop de gens qui ont opposé le local au bio il y a 2-3 ans en disant non, on n'est pas bio, mais on est local, comme si l'un s'opposait à l'autre. En fait, ce n'est pas le cas. Ce qu'il y a derrière l'agriculture biologique, c'est simple. Il y a des engagements de qualité qui sont écrits, documentés et contrôlés. Et donc, en fait, en termes de sécurité du consommateur et de tous les avantages que peuvent en tirer les consommateurs, qu'on parle de santé, qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle d'impact positif pour l'environnement, la bio a des cartes maîtresses à jouer. Et globalement, ça va mieux, quoi. C'est-à-dire on est nettement mieux en 2024 qu'on était en 2021-22. 2023, c'est une année de transition. La loi Egalim a pris ses marques. Donc, en fait, dans la plupart des établissements de restauration collective, la tendance est quand même clairement marquée. Ouais. Il y a un certain nombre de municipalités, dont Paris, qui ont décidé d'entrée de jeu d'aller au-delà des exigences de la loi Egalim. Donc, nous, on voit aussi pas mal d'organismes en fait, qui choisissent de nourrir leurs allocataires, par exemple, pour parler des Restos du Cœur, qui sont un de nos clients, en bio, délibérément. Donc, en fait, la tendance est là. Après, ce qu'il faut surveiller, c'est les prix, et c'est notamment l'évolution du prix dans la chaîne de distribution. Et que si on est en circuit court, soit en vente directe, soit avec un intermédiaire qui lui-même est dans une démarche solidaire, ce qui est le cas de notre principal réseau de distribution, Miam, en fait, on maîtrise les prix. On arrive à faire des produits d'excellente qualité, contrôlés à des prix attractifs, qu'on les vende en direct ou qu'on les vende à travers un réseau comme Miam, quoi. Là où ça part en vrille, c'est quand on est sur un effet de mode du bio qui permet à toutes les étapes de la transformation et à toutes les étapes de la distribution de dire, puisqu'il y a un effet de mode, je vais prendre un markup sur la marge du précédent. Et donc, à l'arrivée, les prix s'envolent. Donc, il faut surveiller les prix, il faut le faire avec attention. Et évidemment, il faut surveiller la qualité des produits. Mais là, c'est pas l'agriculture bio, on est quand même obligé de faire auditer tous les ans toutes nos pratiques. C'est bien fait. On est des fervents défenseurs de bio
et local. Bah, j'imagine. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre partage d'expérience, de vécu, de votre bifurcation, de vos anciens jobs et puis de votre nouvelle expérience de vie. C'était super intéressant. J'espère que nos auditeurs, j'en connais 2-3 qui m'avaient envoyé des messages pour me dire j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de me reconvertir dans l'agriculture. Bah, j'espère que ces gens-là écouteront cet épisode parce que je pense que ça peut les intéresser énormément. Voilà, merci. Si vous êtes encore là, les auditeurs, ça fait 47 minutes qu'on enregistre, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés et c'est surtout que vous avez adoré cet épisode si vous êtes encore là. Donc n'hésitez pas surtout à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour nous dire ce que vous en avez pensé, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute aussi, de nous envoyer des petits messages, de contacter le Village Potager sur Instagram. Ils ont une super jolie page et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Étienne et Hélène. Salut, merci beaucoup. Merci. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.